Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, Khalifa Sall boucle une année en prison ce 7 mars. Les partisans du député maire de Dakar sonnent la mobilisation à l'hôtel de ville pour célébrer l'anniversaire de l'an 1 de l'incarcération de leur mentor en attendant le verdict de son procès prévu le 31 mars. Le chiffre du jour, 32, comme le nombre de médecins légistes au Sénégal pour 15 millions d'habitants. Les causes sont multiples, la durée de la formation pour la spécialisation est jugée longue et rares sont les étudiants bénéficiaires de bourses de 3e cycle malgré les efforts de l'État. La solution des autorités maritimes face à la recrudescence des accidents impliquant des pêcheurs en mer, les directeurs de la protection et de la surveillance des pêches prônent la fermeté. Une amende de 150 000 francs sera désormais infligée aux pêcheurs ne respectant pas les alertes de la météo. Le coup d'envoi du mondial Russie 2018, c'est dans exactement 99 jours. Aliou Cissé publie une liste de 30 joueurs devant disputer 2 matchs amicaux contre l'Ouzbékistan d'abord et la Bosnie ensuite. Santy Ngom intègre la tanière alors que Pape Djilabodji, Pape Ndiaye Souaré, Baye Oumar Niasse, Alioune Diallo et Pape Seydou Ndiaye font leur comeback. Je vous le disais donc en titre, il y a un an, Khalifa Sall était placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar pour célébrer donc l'anniversaire de l'emprisonnement de leur mentor. Ses partisans ont sonné la mobilisation à l'hôtel de ville de Dakar. Nous sommes en ligne avec Ibrahim Khan. Bonsoir. Bonsoir, Chérif Dia. Alors, vous avez suivi pour nous la manifestation. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Oui, ce qu'on peut retenir, Chérif Dia, est que la mobilisation a été au rendez-vous à la mairie de Dakar pour commémorer l'an 1 de la détention du député maire de Dakar, en l'occurrence Khalifa Ababakar Sall. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que toute l'opposition pratiquement s'est rangée derrière les partisans de Khalifa Ababakar Sall pour commémorer ce jour. Les partisans de Khalifa Sall disent espérer que le 30 mars prochain, le droit sera dit et que le député maire de Dakar va enfin humer l'air de la liberté. Il croit dur comme fer que le droit sera dit et au vu du déroulement du procès, il reste convaincu que les charges retenues contre Khalifa Sall ont été balayées par la défense du député maire de Dakar, notamment donc le 30 mars prochain. Il reste convaincu que le juge Louis Lamotte, le président du tribunal, va libérer le député maire Khalifa Sall. Mais ce qu'on peut retenir également, Chérif Dia, c'est Bamba Fall, les déclarations de Bamba Fall concernant son avenir politique. J'avoue que le maire de la Médina a un tout petit peu entretenu le flou par rapport à son avenir politique. La question lui a été posée de savoir s'il va ou non rejoindre le camp présidentiel, comme le soutiennent d'aucuns. Mais il a dit qu'il est derrière Khalifa Sall et tant que Khalifa Sall sera candidat à la présidentielle de 2019, il sera derrière Khalifa Sall. Par contre, si Khalifa n'est pas libéré et qu'il ne puisse pas se présenter, il dit qu'il va répondre le moment venu, mais il a fait savoir aux journalistes que c'est lui-même qui a acheté sa carte d'adhésion au Parti socialiste et que personne d'autre ne l'a fait pour lui. Donc il est libre d'aller là où il veut. Il dit que le moment venu, il va en parler, mais pour le moment, retenez qu'il a un tout petit peu entretenu le flou concernant son avenir politique. Voilà, Chérif Dia. Merci beaucoup, Ibrahim Khan, qui promet de revenir avec les réactions dans nos prochaines éditions. En politique toujours, Benoît Sambou réagit aux multiples sorties d'Idrissa Seck contre la gestion du régime en place. Le coordonnateur de l'APR à Ziguinchor qualifie de fake news les sorties du leader de Rewmi. Benoît Sambou a également évoqué la dernière sortie médiatique de Youssou Ndour. Le voici au micro de nos correspondants à Ziguinchor, Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Répondant aux attaques répétées du président du parti Rewmi contre Macky Sall, Benoît Sambou déclare: Idriss Seck est dans ce con, c'est de lui, ce qu'il a toujours fait. Les déclarations intempestives, les fake news, ce que les Américains, les journalistes appellent les fake news, c'est-à-dire les déclarations intempestives qui n'ont aucun fondement, mais qui jettent le trouble dans l'esprit des populations.
Il est dans son rôle. Benoît Sambou s'est aussi prononcé sur la récente sortie de Youssou Ndour à propos de Benno Bokk Yakaar. Pour ceux qui ont suivi l'émission, ils ont bien vu que les titres et les annonces sont différentes de ce qu'il a dit. Donc c'est ça aussi le pays où les gens aiment faire des déclarations intempestives ou annoncer de gros titres, mais Youssou Ndour n'est pas en contradiction avec le président de la République. Il n'est pas en contradiction avec la vision du président de la République et ses réalisations. Benoît Sambou fait ses annonces au moment où il accueille dans l'APR la coordination départementale des Ziguinchor du Grand Parti, dirigée par Mohamed Hassan Sané. Chers coordonnateurs de Niaguis, Adéane, Niassia et Nampor, ici représentés, puisqu'ils sont tous là, décidons de démissionner du Grand Parti tout en continuant notre combat politique aux côtés du président M. Benoît Sambou pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Benoît Sambou a également annoncé la prochaine venue du chef de l'État Macky Sall dans la région de Ziguinchor. La crise scolaire inquiète les élèves du CM de Katiot, c'est dans la région de Kaffrine. Pas encore de composition dans cet établissement scolaire à cause des grèves des enseignants. Ils disent en avoir marre et l'ont démontré à travers une procession dans les rues de cette localité. Compte rendu Ibrahima Diamé et Omar Ndiaye. La tension qui règne au sein de l'espace scolaire a installé l'inquiétude et la peur chez les élèves du CM de Katiot. Ils ont arpenté les rues pour manifester leur ras-le-bol. Abdougaï porte leur parole. Nous avons constaté que depuis le mois de décembre, nos enseignants sont en grève. Nous sommes en retard et avons peur de ne pas terminer nos programmes. Nous sommes au mois de mars. Jusque-là, nous n'avons pas composé. Très préoccupés par leur avenir qui, selon eux, est déjà hypothéqué, ces élèves du CM de Katiot interpellent le chef de l'État pour qu'il réagisse avant que cette année scolaire ne soit nulle. Nous demandons à Monsieur le Président de la République de réagir, car jusqu'à présent, il n'a rien dit par rapport à la situation. Comme si notre avenir ne l'intéresse pas. Qu'il n'oublie pas qu'il nous avait promis ici à Katiot que quand il sera président, notre situation évoluera dans le sens positif. À nos enseignants, nous les implorons de penser à nous, bien vrai que le combat qu'ils mènent est noble. Donc nous implorons l'État et les professeurs de veiller à notre avenir. C'est notre avenir qui est hypothéqué aujourd'hui. Et c'est nous qui devons être les dirigeants de demain. Il n'est pas de leur habitude de manifester dans les rues, indique ces potaches, mais la situation incertaine dans laquelle ils se trouvent les y oblige, disent-ils. Cela une semaine seulement après leurs camarades du lycée de Nganda dans le même département de Kaffrine. Même inquiétude chez la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, s'attend des enseignants des propositions de sortie de crise. Elle a profité de l'occasion pour les inviter à regagner les salles de classe. Voici Innocence Ntap Ndiaye au micro de Fatou Bintou Konté. Je me plais ici de dire que depuis que les organisations, les syndicats d'enseignants ont rencontré le Premier ministre, rencontre à laquelle nous avons pris part, j'ai rencontré les syndicats au niveau du Haut Conseil du dialogue social pour les sensibiliser sur la nécessité de faire une offre au gouvernement. Parce qu'en matière de négociation, lorsqu'on vous fait une proposition, quand vous ne l'acceptez pas, vous devez également faire une contre-proposition. Et fort heureusement, cela a été fait. Et cette proposition est à l'étude au niveau du gouvernement. Donc, nous les avons reçus. Nous avons su un peu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient du gouvernement. Parce que l'impact, en tout cas direct, est de 10 000 francs. Vendredi, nous avons une rencontre au niveau du Haut Conseil avec tous les acteurs qui sont dans le secteur de l'éducation, de manière à harmoniser. Les populations de Bambey Serer au pied de l'université Alioune Diop réclament plus d'emplois dans ce temple du savoir. Elles déclarent avoir été lésées dans le recrutement du personnel alors que l'université est située à proximité donc des habitations. Elles dénoncent d'être lésées et veulent que les autorités rectifient le tir. Compte rendu Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye.
Le rassemblement a eu pour cadre le marché hebdomadaire de Bombay-Serer à l'orée de l'installation du nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires de Bombay. Elles ont voulu alerter pour que les emplois du service leur reviennent. Ce que nous pouvons dire, ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est que la population de Bombay-Serer est déçue. Déçue sur toute la ligne. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, il y a quelques emplois aujourd'hui qu'on a octroyés à l'université. Ça ne fait même pas plus de 15 emplois. Donc je ne parle même pas des postes de responsabilité parce qu'elles n'y pensent même pas. Elles ont une connaissance lacunaire, je peux dire, de l'expertise locale. Donc de ce point de vue-là, ce que nous voulons dire, ce rassemblement que vous voyez aujourd'hui renseigne sur une population en colère, une population qui en a ras-le-bol, une population vraiment qui veut parler aux autorités de ce pays-là. Elles ne comptent pas s'arrêter à une simple alerte. Si leurs doléances ne sont pas prises en compte, elles se feront encore entendre. Nous réitérons notre engagement et je vous dis que la population s'est déterminée plus que jamais à tenir tête à ces autorités-là. Elle s'est engagée. Ça, c'est le début du combat. Dans les prochains jours, vous allez nous entendre davantage parce que nous allons dérouler notre plan d'action. Nommé depuis plus d'un an, c'est finalement ce vendredi que sera installé par le ministre de l'Enseignement supérieur, le nouveau directeur du COUP de Bombay. Ça râle également à Tiakhadan, c'est une localité située dans le département de Tivaouane. Il n'y a pas d'école dans cette localité. Conséquence, les enfants sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour étudier dans les villages environnants. Même parcours du combattant pour les femmes enceintes parce que le village n'a pas d'infrastructure sanitaire. Cher Anta Diop, c'est la tire. Tiakhadan est une localité nichée au cœur du Cayor, dans la commune de Koul et à quelques kilomètres de Ngaïmekhe. Ici, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de difficultés. Accéder au village est un véritable parcours du combattant. L'accès est tellement difficile d'ici la commune de Koul, ça fait 4 km. Et chaque fois, si tu quittes Ngaï, tu vas confronter à pas mal de problèmes pour accès à Tiar. Donc, nous voulions qu'il y ait une route. Pire encore, le village n'a ni école, ni case de santé. Toute la communauté est aujourd'hui inquiète. Tiar est un village qui compte pas mal d'enfants qui ont besoin d'éduquer et qui parlent de développement. Il est impossible de parler de développement sans faire allusion à l'éducation. Et moi qui vous parle, je suis l'unique et la seule étudiante de ce village. Et ça, c'était à déplorer. C'est un village historique, c'est un village qui a marqué des pas. Donc, parler au nom de mes mamans, nous lançons un cri de cœur. Tiar a besoin d'une case de santé parce que nous déplaçons 2 km pour partir à Khandan ou bien à Koul. Et ça, c'est déplorable. Les femmes peuvent accoucher en cours de route ou bien peuvent avoir des problèmes. Des fois même, ils naissent des bébés nés morts. Donc ça, nous le déplorons. C'est à travers les infrastructures de base qu'on peut trouver un développement. Tiar est un village qui est entouré de 7 villages. Il y a Bégal, il y a Khandan, il y a Koul, il y a Ndiakhalan, il y a Tiaroubey, il y a Ngaï Hassan. Tiakhadan est un foyer religieux. Chaque année, ce village draine des milliers de pèlerins à l'occasion d'un gamo annuel. Voilà des populations qui ont le sourire. Il s'agit bien de celles du village de Mbarna, dans la commune de Boki-Diawé, région de Matam. La localité dispose désormais d'une école primaire, mais également d'un poste de santé et d'un bassin pour la pisciculture, des infrastructures offertes par la Fondation Sonatel. C'est le ministre de la Communication qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures, envoyés spéciaux donc à Mbarna, Habib Faye et Ibou Diouf. L'ambiance était bien au rendez-vous. Ici à Mbarna, village de la commune de Boki-Diawé, les populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Pour cause, une école primaire et un poste de santé flambant neuf viennent d'y être inaugurés. Des réalisations possibles grâce à un financement de la Sonatel. Nous sommes dans une zone enclavée où tout est à faire. Donc ce projet futuriste, vous l'avez vu vous-même, un poste de santé moderne, équipé, une école et un projet de pisciculture pour lutter contre l'immigration. La somme de tous ces projets-là contribue à la réalisation de nos projets et programmes. Ces réalisations, une opportunité pour les élèves de la localité. Les portes de la réussite s'ouvrent grandement, témoigne cet enseignant. Tout a été bien fait. On a été équipé de nouveaux locaux, plus des infrastructures. Par-dessus tout, on a reçu plusieurs manuels, des manuels qui surtout vont nous aider à la motivation, influencer sur la qualité des enseignements apprentissages. On pense que c'est une grande porte qui a été ouverte pour nous
une grande porte pour la réussite des élèves et pour aussi la réussite des villageois et des instituteurs, ce qui permettra d'avoir de meilleures conditions de travail. Une école réhabilitée, l'érection d'un nouveau poste de santé et d'un bassin de pisciculture, des infrastructures importantes pour le développement. D'où l'appel du ministre de la Communication, Abdoulaye Bibi Baldé, aux bénéficiaires pour l'entretien des bâtiments et des matériels. Sonatel, à travers ce geste, s'est engagé à participer au développement économique et social du Sénégal et à aider l'État à répondre aux préoccupations des populations de façon générale et plus spécifiquement celles des localités enclavées. Lancer un vibrant appel à la population de Mbakhna et de toute la commune de Boki-Diawé pour leur demander de faire de ces infrastructures un usage optimal et à bon escient. Après Tikat à Mbirkilan, Sob à Kaulak, la Sonatel est à son 3e village vert. Mbakhna, ce village de 3327 habitants dans la région de Matam, compte sur ses infrastructures pour son développement. Retour à Dakar, les mécaniciens établis au parking du stade Léopold Sédar Senghor sont sommés de quitter les lieux avant la fin du mois par le préfet de Dakar. Ils réclament un site de recasement avant d'être déguerpis. Ces mécaniciens ont organisé une manifestation cet après-midi pour interpeller l'autorité administrative. Voici leur porte-parole Pape Mbaye au micro de Habib Faye. Ce rassemblement est dû à des sommations qu'on a reçues pour déguerpissement le 8. Le délai est fixé demain le 8. Depuis le jeudi et le vendredi et le samedi. Le préfet, tout ce qu'il a demandé, c'est de déguerpir avant le délai. On est des citoyens, c'est l'État même qui doit nous couvrir. C'est l'État qui devait nous donner des sites de recasement pour travailler. C'est-à-dire, on ne sait pas où aller. Ici, on sait bien que ce n'est pas un lieu de travail. Bon, c'est le parking de l'Estade. Bon, mais on n'a pas d'autres moyens. Une amende de 150 000 francs sera désormais infligée aux pêcheurs ne respectant pas les alertes de la météo. C'est ce qu'a annoncé ce matin le directeur de la protection et de la surveillance des pêches. Face à la recrudescence des accidents en mer, le DPSP a effectué une tournée dans les quais de pêche de Dakar pour sensibiliser les pêcheurs. Voici le compte-rendu de Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Mamadou Diagne est plongeur. Ce jeune quarantenaire va en mer depuis des années. La question de la sécurité des pêcheurs, Mamadou Diagne ne badine pas avec. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Il n'y a que 32 médecins légistes au Sénégal. Des statistiques révélées ce matin lors de la 7e conférence de la Société sénégalaise de médecine légale. Il a été également question du respect du secret médical pour ces médecins légistes qui exercent un métier délicat, c'est-à-dire l'autopsie. Voici le compte-rendu de Mambiram Diouf et Pape Sangoné Mbaye. C'est des bons qu'il faudra encore faire pour arriver à un nombre en moyenne de médecins légistes au Sénégal. Ils sont 32 pour 14 millions d'habitants, ce qui est loin de couvrir la demande. Une spécialisation qui se fait en 4 ans, qui a des coûts. L'État a fait un énorme effort en mettant en place des bourses pour les formations. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas être boursier. Ce qui fait qu'en la formation en 3e cycle pour les étudiants en médecine, il y a souvent un manque. Dans l'exercice de leur profession, ces praticiens de la médecine soumis au respect de la déontologie et de la loi pour ce qui est du respect du secret médical tiennent autant que faire se peut à suivre et à faire respecter ces exigences. Le secret médical a la particularité d'être présent déjà dans le Code pénal, dans l'article 363 du Code pénal, mais en plus de ça, d'être présent dans le Code de déontologie, donc à l'article 7. Et comme nous l'enseignons à la fac, c'est un pilier de la médecine. On ne peut pas faire de médecine légale, de médecine en règle générale,
On ne peut pas exercer la médecine si on ne respecte pas le secret professionnel. On l'élargit même, ce n'est même pas simplement un secret médical, c'est un secret professionnel. Leur tâche consistant également à faire des autopsies, d'où ces clarifications. Il y a les autres types qu'on appelle la mort subite et la mort suspecte. Il y a d'autres types, les morts violentes, les morts toxiques, mais les deux qui retiendront notre attention, c'est d'abord les morts subites. La mort subite, c'est celle qui intervient chez un sujet apparemment sain de manière tout à fait soudaine. Et ça intervient souvent dans le contexte du sport, et donc ça peut faire poser des questions. 4 jours durant, la Société sénégalaise de médecine légale, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, débattront de plusieurs sujets, dont l'expertise avec des axes spécifiques sur la protection des enfants et l'identification des personnes décédées le long des routes migratoires. Ces médecins légistes prennent également en charge les femmes ou les filles victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Le professeur Souma, que vous avez suivi tout à l'heure, demande toutefois à ce que ces cas leur soient transmis le plus tôt possible. Le voici toujours au micro de Mambiram Diouf. Pour le médecin, en tout cas, en l'évaluation, ce que ça pose, c'est que si des lésions se produisent aujourd'hui, tout de suite, ce sont en général des lésions traumatiques, donc des plaies, des déchirures. Ces déchirures, comme toute plaie ou comme toute lésion, cicatrisent au bout d'un certain temps, notamment au bout de 8 à 15 jours. Si donc les constatations ne sont pas faites tout de suite, si la prise en charge médico-légale n'est pas juste immédiate après la commission des faits, et surtout qu'aujourd'hui l'analyse ADN est disponible au Sénégal, beaucoup d'affaires ont été élucidées par ça. Si ce n'est pas fait très vite et très tôt et bien fait, on perd des éléments de preuve. Les femmes à l'honneur demain 8 mars pour célébrer la journée internationale de la femme. L'association Women Mining a organisé un panel ce matin à Dakar. Le thème a porté sur la transformation digitale dans les industries extractives. Pour rappel, ces femmes évoluent dans le secteur des mines, mais elles veulent aussi s'imprégner des TIC. Voici le compte-rendu de Fatou Bintou Konté et Pape Sangone Mbaye. La journée internationale de la femme, une occasion pour l'association Women in Mining Sénégal de mieux outiller ses membres sur la transformation digitale dans les industries extractives. Quand on sait que l'environnement du secteur minier est très austère. C'est que nous entendons beaucoup parler de transformation digitale, mais aujourd'hui l'application dans le secteur extractif reste encore, n'est pas encore posée en tout cas sur la table. Et ce que nous avons souhaité aujourd'hui, c'est de réunir les différents acteurs. L'État du Sénégal, en particulier l'administration minière, les compagnies qui sont opérantes, mais aussi les femmes, bien entendu, puisque c'est la journée internationale de la femme, les femmes qui sont entrepreneurs, et voir dans quelle mesure la transformation digitale peut vraiment impacter les outils que nous avons, peut vraiment impacter nos objectifs et nous permettre vraiment d'avoir un secteur extractif qui soit durable. D'ailleurs, la présence des femmes dans ce secteur est minoritaire, même si les enjeux dans l'industrie extractive restent nombreux. Nous constatons c'est que beaucoup de femmes ne connaissent pas ou ne sont pas au courant des opportunités qui existent dans le secteur. Déjà au niveau des emplois, aujourd'hui les femmes peuvent être employées dans des mines, que ce soit dans la région est du Sénégal ou sinon dans la région de Thiès. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'informations auprès de nos étudiantes. Nous avons tout de même des géologues qui ont été formés au Sénégal ou ailleurs, qui sont ici et qui travaillent très faibles. Malheureusement, nous n'avons pas de statistiques, mais nous espérons justement, avec la vulgarisation de l'information, donner les opportunités. Président du Haut Conseil du dialogue social, vu la prospection minière au Sénégal, les femmes doivent être mieux impliquées. Dans notre pays, où aujourd'hui la question du pétrole et des mines est en train d'agiter tous les acteurs économiques, politiques et sociaux de notre pays. Tant parce que les femmes doivent être outillées avant l'heure, avant que véritablement la révolution se fasse. Pour une meilleure intégration de l'approche genre dans le secteur minier, l'association Women in Mining Sénégal compte réaliser de grands bonds vers l'égalité entre hommes et femmes dans les activités minières au Sénégal. Elle s'appelle Delia Mbaye, signe particulier, sage-femme d'État à la retraite et pourtant elle exerce toujours malgré ses 40 ans de service. Elle compte aujourd'hui, tenez-vous bien, plus de 50 homonymes à Saint-Louis pour services rendus aux femmes enceintes. Son portrait est signé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Son nom est connu presque par toutes les femmes de la région. Madame Sall Delia Mbaye,
sage-femme retraitée. Je n'étais pas sage-femme, j'étais infirmière odontologiste. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussée à faire le concours des sages-femmes. Et finalement, j'ai réussi et j'ai commencé. Djilia Mbaye est sage-femme d'État en retraite, mais elle continue toujours d'exercer le métier après une demande persistante des femmes. Un travail qu'elle a côtoyé depuis toute petite. Donc, j'ai commencé le métier de sage-femme en 1977. Mais j'étais auparavant infirmière odontologiste. Une passion qui rime avec des difficultés, surtout durant le dernier mois de grossesse. On a des risques de contamination si nous ne sommes pas protégés. Et parfois même, nous sommes victimes de traumatismes. Vous savez que les contractions utérines sont tellement douloureuses et que les femmes parfois ne se maîtrisent pas. Donc, et aussi même des qui morales. Parce qu'avec des parents qui ne sont pas impatients, qui ont peut-être qui sont le stress et tout ça, donc on rencontre ces cas de problèmes. La satisfaction de Djilia Mbaye est aujourd'hui les dizaines d'homonymes qu'elle a après 40 ans de service. Cela grâce à la satisfaction des femmes qu'elle a suivies et conseillées. Un parcours difficile, mais plein d'émotions. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'homonymes et ça, c'était une récompense des parents quand même. Je me dis que je remercie ces parents qui ont donné mon prénom à leur fille en signe de reconnaissance. Je prie pour eux, pour elles, enfin, mes homonymes. Donc une santé, une longue vie et une réussite dans la vie et longévité à leurs parents. Célébrer les femmes est pour la reine de Saint-Louis une chose normale, vu les nombreux risques qu'elle rencontre, surtout pendant les 9 mois de grossesse. Hommage à toutes les femmes, je rappelle que la journée de demain est dédiée à ces femmes. Parlons maintenant des embouteillages monstres à Dakar. Il est très difficile de se déplacer dans la capitale à certaines heures de la journée. Beaucoup de bouchons, mais également du temps perdu. À cela s'ajoute le désordre et l'indiscipline de certains chauffeurs pointés du doigt par les usagers. Voici le reportage de Cheikh Diop et Youssou Baro. À certaines heures, dans les rues de Dakar, c'est la croix et la bannière. Difficile d'arriver à temps chez soi. Moi, je vais du côté de Yoff. Ok. Moi, je vais du côté de Yoff. Ça fait combien d'heures pour aller à Yoff? Là, ça fait 3/4 d'heure que je suis dans la circulation, mais ça n'avance pas du tout. Un désordre total dans les embouteillages. Les conducteurs font appel aux régulateurs de circulation. Mais il y a tellement de voitures, on n'arrive pas à circuler correctement. Embouteillage du moment met tellement heure de pointe. Il faut que les policiers nous aident à régler la circulation. Parce que là, quand même, il y a des bouchons, et puis c'est l'anarchie totale. Les routes ne sont pas bonnes, il y a trop de voitures, et puis les chauffeurs ne respectent pas on ne respecte pas les priorités. Bon, chacun passe où il veut. Même les motocyclistes qui d'habitude se faufilent facilement ne sont pas épargnés. Nous, on prend des fois les intervalles, quoi, mais il y a les gens qui nous empêchent de passer, qui essaient de nous coincer. Les super, les taxis, vraiment, c'est vraiment inexplicable, quoi. Mais c'est dur, vraiment, c'est dur, hein, c'est dur pour nous aussi. Selon certains chauffeurs, la solidarité entre eux fait défaut. Ils invitent l'État à construire d'autres routes pour plus de fluidité. En football, le compte à rebours a démarré. Nous sommes à 99 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018. Aliou Cissé a convoqué 30 joueurs pour 2 matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Bosnie. Et parmi ces joueurs, il y a un bleu. Il s'agit de Santingom du FC Metz. Il y a également des retours. Le sélectionneur a fait face à la presse ce matin, compte rendu Ibou Diouf. 30 joueurs convoqués, 2 matchs amicaux programmés. Aliou Cissé est en plein dans la phase préparatoire. Russie 2018 oblige. De nouveaux venus en vue et pour le moment, c'est Santingom. Santingom, c'est un jeune joueur qui évolue à Nantes. Je crois qu'il fait de très bonnes choses. Il a une marge de progression. J'ai eu à discuter avec Ranieri,
qui a dit de très bonnes choses sur ce garçon. Je crois qu'aujourd'hui, il a une créativité qui est très intéressante sur sa première touche de balle. C'est un garçon qui est très intéressant aussi. Je pense que l'occasion était venue, en tout cas, pour ces deux matchs-là, de tester, de regarder, de peaufiner. Et on a pensé à lui. On le suit depuis un bon bout de temps. La seule chose qu'on peut dire, c'est lui souhaiter vraiment la bienvenue chez nous. Et je sais qu'il a les qualités, en tout cas, pour s'exprimer dans cette équipe nationale. Dans cette liste de 30 joueurs, beaucoup de retours dans la tanière. Le sélectionneur national revient sur ses motivations. C'était l'occasion de faire revenir Pape Soiré et Arlan. Pape qui manque un petit peu de temps de jeu, effectivement, mais je pense qu'en première ligue, je connais très bien ce championnat, à quel point il est difficile. Je l'ai toujours dit, partout où il y a un Sénégalais capable d'apporter en plus à cette équipe nationale, je le ferai. Ouzbékistan ou la Bosnie, de bons sparring partners selon Ali Cissé, une opportunité aussi pour juger son groupe. Et comme je dis, dans le football aujourd'hui, il ne faut sous-estimer personne. Donc c'est important pour nous de jouer. Et jouer l'Ouzbékistan, c'est important pour nous. Il ne faut pas les sous-estimer. La Bosnie fait partie des meilleurs en Europe aussi. Il ne faut pas les sous-estimer. On a tendance à penser que si on ne joue pas la France, l'Angleterre, l'Espagne, les gros de ce monde-là, que nos matchs n'ont pas de saveur ou bien que nos matchs n'ont pas d'intérêt. Moi, je dirais que tout match a intérêt, tout match a un saveur et je crois que ce qui est important, c'est de jouer. Face à la presse, le sélectionneur national est largement revenu sur ses matchs amicaux. Le choix de Vittel en France pour abriter les préparatifs des Lions et l'importance aussi des matchs amicaux pour l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé évoque également le cas Fernand Mendy, évoluant à l'Olympique lyonnais en Ligue 1 française. Le sélectionneur national a indiqué qu'il est en contact avec le joueur franco-sénégalais qui lui a demandé du temps avant de prendre une décision. Je suis Ferland Mendy depuis un bout de temps. C'est un joueur très athlétique. Il peut beaucoup apporter à l'équipe du Sénégal. Je lui ai parlé et il m'a demandé un temps de réflexion pour discuter avec sa famille et prendre la bonne décision. Je ne vais pas lui mettre la pression. Peut-être il sera avec nous au moment venu. En football toujours, retour sur la défaite de Génération Foot face à Orea AC au deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions en Afrique, 2-1. Les joueurs de Génération Foot ont encaissé le deuxième but à la 88e minute. Ils nourrissent des regrets mais attendent avec confiance le match retour dans 10 jours. Envoyé spécial à Conakry, Cheikh Tidiane Diao. Une défaite au goût amer. Olivier Perrin regrette la tournure des événements. Son équipe, dit-il, n'a pas exploité les failles de l'adversaire. Oui, en termes de résultats purs, c'est vrai que ce n'est pas un mauvais résultat. En termes de match qu'on a fait, au-delà de ce but qui peut arriver, voilà, c'est des faits de jeu, c'est comme ça, il faut les accepter dans le football. Au-delà de ça, je trouve qu'on n'a pas joué notre va-tout, quoi, parce que dans les 10 premières minutes, on a 2 balles qu'on doit finir en une touche, on hésite. On était vraiment bien en place en première mi-temps. Chaque fois qu'on sortait, on sentait qu'on pouvait vraiment les mettre en difficulté. Et là, on n'a pas bien joué les coups. Auteur du but égalisateur, Abdelhamid Conté est conscient que tout va se jouer à Dakar. Oui, c'est vrai. On pouvait espérer mieux dans ce match parce que quand on a vu Orea jouer, ils n'avaient pas d'argument pour nous gagner, quoi. Mais bon, ils ont marqué, je peux dire, 2 buts chanceux. Parce que vous-même, vous l'avez constaté. Sur le deuxième but, je peux dire que c'est un but chanceux. Mais bon, c'est les réalités du foot. À nous de nous ressaisir et Inch'Allah, de nous qualifier au match retour, Inch'Allah. Le deuxième vice-président de la FSF attend un stade Léopold Sédar Senghor rempli le 17 mars pour accrocher la qualification. Il y a eu un goût d'inachevé. Mais globalement, on ne doit pas cracher sur ce résultat. 2-1 à l'extérieur, avec 1-0 à Dakar, nous sommes qualifiés. L'essentiel aujourd'hui, c'est de tirer les leçons et de se remobiliser pour Dakar. Savoir que ce match-là sera gagné par le public et par les joueurs sur le terrain. Les dirigeants ont fait ce qu'ils devaient faire. Il faut féliciter toute la direction de Génération Foot, la tête le président Madi Touré. Vous avez vu les conditions dans lesquelles l'équipe a été mise ici en Guinée. Et je crois que c'est un pas décisif dans la performance. Les joueurs de Génération Foot, face à leur destin, ils ont l'occasion de briser le signe indien et accrocher une qualification historique en Ligue africaine des champions.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et bonne fête aux femmes.